Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur Kotlin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux collections. Donc on va commencer par les plus petites des collections, à savoir les tuples et les triples. Donc pour déclarer un tuple, on va faire pair. Ici, on va spécifier les types des deux valeurs qu'on va lui passer. Donc ici, on va faire par exemple string et int. Voilà. Et maintenant, on va lui passer nos deux valeurs. Donc la première, bon, on va l'appeler chaîne, on va pas s'embêter. Et la deuxième, un int 123. Alors, voyons pour le triple. Alors, le triple, c'est très simple. C'est exactement la même chose. Donc, on va faire string, int et encore un int, parce qu'on va pas s'embêter non plus. Voilà. Alors ici, on va l'appeler chaîne. On va mettre 23 et 89. Voilà. Donc maintenant, voyons comment accéder à chacune de nos valeurs. Donc par exemple, pour le tuple, ici on voit que j'ai first et second. Donc on peut accéder soit à la première valeur, soit à la deuxième valeur ici. Donc on va faire, voilà. Et pareil pour le triple, sauf que sur le triple, on ajoute third qui sera la troisième valeur. Donc les tuples et les triples sont des ensembles de valeurs. Ce sont des ensembles immutables. Donc on ne peut pas réassigner. Alors par exemple, first, vous voyez, si on met égal et puis qu'on essaie de lui assigner, peu importe, on s'en fout. Voilà. On voit ici que c'est considéré comme une val. C'est-à-dire que c'est une variable immutable. C'est en quelque sorte une constante. Donc on ne peut pas, une fois qu'un tuple est défini, on ne peut pas modifier les valeurs à l'intérieur. Ce qui est le cas dans pas mal d'autres langages de programmation d'ailleurs. Donc pareil pour le triple. Il faut aussi voir que les valeurs n'ont aucune relation entre elles. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble clé-valeur ici. C'est juste un ensemble de deux valeurs. Donc ce qu'on aurait pu faire ici, c'est par exemple se passer des types. On aurait pu juste mettre pair et triple. Et donc, comme pour les variables, Kotlin à la compilation va s'occuper de donner les types aux différentes variables. Donc pour le tuple, vous pourriez voir une notation différente qui sera celle-ci. Tant pis, on va l'appeler ici. Voilà. Alors ici, on va faire chain. Donc en fait, cette notation est exactement la même chose que ceci. Bien souvent, on va voir dans le cas des hashmaps, par exemple, où là, ce sera des ensembles de clés-valeurs, on verra assez souvent cette notation-là, qui est plus rapide que celle-ci. Mais après, c'est vraiment, rien ne vous empêche, quand vous déclarez des tuples, de les faire comme ceci. C'est au choix de chacun, finalement. Ça revient exactement à la même chose. Donc après, c'est vraiment une convention de code personnel. Faut juste essayer au maximum, quand on utilise une convention comme ça, de l'utiliser tout le long du code pour que ça reste lisible. Sinon, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Donc voilà pour le tuple et le triple. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand chose à voir non plus là-dessus. Donc maintenant, alors on va passer aux listes. Alors on va se déclarer une liste. Donc capital égale list of. Alors pareil, ici je pourrais mettre par exemple déclarer une liste de string, mais ici je vais rien mettre. Donc les capitales, on va mettre Paris et on va mettre Londres. Voilà.
Donc là, on va faire pareil, sauf qu'ici, on va faire un ArrayList. Donc pareil, on va virer ça, on va faire... ouais, hop, voilà. Alors, voici deux autres types de collections. Donc, on a la liste et le ArrayList. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, si on prend capital et que je cherche ici, j'ai tout un tas de méthodes. Donc, vous voyez, on a une méthode get. On a aussi cette méthode-là qui permet de retourner. On va faire comme ça. Hop. Alors, hop. Voilà. On va faire un print line. Voilà. Donc en fait, ici on va aller chercher à l'index 0, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Donc on va chercher le premier élément et on va l'afficher à l'écran. Donc c'est la méthode classique qu'on utilise dans tous les langages pour consulter un tableau. On donne l'index et il nous renvoie l'élément stocké à cet index. Bon. Donc pour en revenir, on voit qu'on a pas mal de méthodes. Je vais me remettre au-dessus. Voilà. On voit qu'on a pas mal de méthodes. Alors last, voilà. On peut rechercher si la liste contient des choses, donc ce qui est vraiment pratique. Voilà, on a des égalités, on a tout un tas de trucs. Mais on n'a aucune méthode pour ajouter quelque chose. Eh bien c'est normal parce que les listes sont immutables. Une liste, une fois définie, elle ne pourra pas bouger. Donc par le fait, c'est un petit peu comme un enum. Alors que le ArrayList, lui, a une méthode add. Et je peux très bien ajouter par exemple ici Berlin. Et auquel cas, si maintenant je veux un affichage de capital 2, alors oui, bon, voilà, on voit bien que j'ai un tableau avec Paris, Londres et Berlin. Donc la différence entre ces deux structures, c'est simplement le fait que une soit mutable et l'autre non. Alors il existe des listes mutables. Donc par exemple, si je fais var capital 3, donc ici on va appeler mutable list. Alors pareil, on va laisser tomber cette histoire. Je remets Paris et je remets Londres. Et ici, si je fais capital 3 et que voilà, et que donc je l'imprime ici, hein, eh bien j'ai le même résultat. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire des listes. Alors, on pourrait très bien faire aussi un array of, et dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a plus cette méthode disponible. Donc en fait, ceci est la même chose que cela. Et ces deux-là sont la même chose. D'ailleurs, si je faisais ceci, Java class, pour capital 3, on va faire Java class aussi. Hop, on s'aperçoit effectivement que c'est exactement les mêmes classes. Donc on s'aperçoit que c'est plus ou moins un alias
de ces classes Java. Et on voit bien que c'est deux notations différentes, mais pour désigner le même objet finalement. Donc voilà, pareil comme pour les tuples, il y a plusieurs finalement notations possibles pour ce qui est exactement la même classe. Donc après c'est pareil, si vous prenez l'habitude d'utiliser des ArrayList, moi c'est ce que j'utilise en général, essayez de garder toujours pareil dans votre code pour quand même rester assez lisible. Par contre, si vous voulez utiliser des mutable lists, c'est exactement la même chose. Donc après, c'est pareil, c'est une convention de code à établir. C'est à vous de voir vraiment ce qui finalement vous convient le mieux. Alors, il existe un troisième type de liste. Alors, je vais enlever celle-ci. Alors, si je fais var a égale set of, donc là, on va mettre des int. Et ici, je vais mettre 1,2,3,4. Donc ici, j'ai encore une liste. Alors, elle existe en version immutable et en version mutable. Par exemple, si je fais var b égale mutable, d'ailleurs on voit au passage qu'on a la version mutable de liste, de map, qu'on va voir tout à l'heure, et de set. Donc, set of string, ici je rajoute 1, 2, 3 et 4. Oui, sauf que on va mettre des int, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc ici, pas de méthode pour ajouter, donc je ne vais pas les défiler toutes. Voilà, alors que ici, on a une méthode add, hop, qui va nous permettre d'ajouter par exemple 5. Alors, on va faire println de b, tiens. Donc maintenant, si je lance mon code, il m'affiche bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on voit bien qu'on a ajouté 5 à ma liste. Donc là, on peut se dire, bon, ben, c'est encore une liste. Avec une version mutable, une version immutable. Mais ça reste le même principe que les listes. Alors, pas tout à fait. Si, admettons maintenant que j'ajoute 2. Je lance. Là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi il n'a pas ajouté le 2? Et en fait, il l'a ajouté. Mais les 7 n'acceptent pas les doublons. C'est-à-dire que si ici, je rajoute 2 et 3, par exemple, automatiquement, le 7, voilà. Le 7 compare tous les éléments à l'intérieur, et s'il y a des éléments égaux, s'il y a des doublons, il n'en garde qu'une seule version. Donc ici, on peut voir qu'il a gardé la première. Donc il a fait 1. Il a regardé si 2 correspondait à 1. Non, il a regardé si 3 correspondait à 2 et à 1, et ainsi de suite. Et arrivé ici, il s'est aperçu que 2 correspondait déjà à un élément stocké ici, donc il l'a viré. Et pareil pour le 3. Donc c'est vrai qu'une version immutable d'un set, ben, je vois pas vraiment trop l'intérêt. Par contre, la version immutable est quand même beaucoup plus pratique, puisque ça nous permet, on pourrait faire la même chose avec des strings, par exemple. Ça nous permet d'avoir, par exemple, dans le cadre de mots-clés, c'est vrai que si on ajoute des mots-clés comme ça au fur et à mesure, mettons sur les posts d'un blog, eh bien, ça nous permettrait d'avoir, si on n'a pas une liste avec des choix, ça nous permettrait de trier déjà, de ne pas rajouter 50, 60 fois le mot-clé, et du coup de gagner du stockage en mémoire. Donc voilà pour ce qui est des sets.
Alors, ce coup-ci, on va passer aux maps. Les maps sont les équivalents des dictionnaires, par exemple en Python. Donc ici, on va faire... Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de hmap. En fait, c'est exactement la même chose. Donc on a hmap off. On a h7 aussi d'ailleurs. Et on a map off. Ça fonctionne exactement pareil. Les maps et les hmap, c'est deux classes différentes dans Java. Mais le fonctionnement est exactement le même. Alors, pour vous dire exactement les différences entre le hmap et le map, je serais bien embêté. Mais sachez que ça fonctionne exactement pareil. Donc, comme tout à l'heure, hop, voilà, on va se passer des types. Ici, ça va être des ensembles de clés valeurs. Mais ces ensembles de clés valeurs vont être représentés, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les tuples, par des tuples. Donc autant tout à l'heure, nos tuples, les deux valeurs qui étaient dedans étaient deux valeurs séparées qui n'avaient absolument rien à voir l'une avec l'autre. C'est juste un ensemble de deux valeurs, une sorte de mini-liste. Que ici, le tuple va être un ensemble de clés-valeurs. Va être une paire clés-valeurs. Donc, on va mettre par exemple la clé A associée à la valeur 1. La clé B à la valeur 2 et la clé C à la valeur 3. Donc pour accéder à mes valeurs, c'est pas compliqué. Alors je vais faire un print line de A. Alors on a soit la méthode get. Alors ici par exemple je fais get A. Voilà. Soit, comme on peut le faire dans d'autres langages de programmation, avec les crochets. Et ici, je vais simplement lui mettre la clé. Et lui va me renvoyer la valeur. Donc maintenant, si je fais ceci... égale 12, bon, eh bien on voit bien sûr que on ne peut pas remodifier cette valeur. Il va falloir que je passe par une version. Donc voilà. Par une version mutable des maps, comme pour la liste, comme pour le set. Voilà. Et là, j'ai bien 12. Donc maintenant, comment ça se passe si je veux ajouter un nouvel élément? Donc je vais rester comme ça. Alors, nous avons ici, nous n'avons pas de méthode add. Je ne sais pas pourquoi, ça aurait été plus simple de l'appeler add, mais bon. Ça s'appelle plus assign. Alors, ici, on va lui passer un nouvel ensemble clé-valeur. Et donc, si j'imprime A, voilà, je vois qu'il m'a ajouté cette nouvelle clé-valeur. Donc, il y a une méthode un peu plus simple pour ajouter un nouvel ensemble de clés-valeurs. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour accéder à notre valeur stockée sur la clé A, ben, si maintenant je vais sur une clé qui n'existe pas, D existe par contre, E, et que je dis que cette clé va avoir la valeur de 5, et bien lui, automatiquement, va l'ajouter. Donc en fait, si on appelle une clé qui n'existe pas, et qu'on lui assigne une valeur, ben, il va la créer. Il s'aperçoit qu'elle n'existe pas dedans, donc ben, il va la créer.
Donc on a quelques méthodes plutôt sympas. Par exemple, on va ici faire un print line de A dot keys. Donc ici, ça nous renvoie toutes les clés. Voilà, donc on se retrouve avec la liste de toutes les clés. Donc comme on a keys, on a aussi values, qui, vous l'aurez compris, va nous renvoyer ce coup-ci toutes les valeurs stockées dedans. Et on a alors contain keys. Donc par exemple, on peut rechercher si une clé existe. Donc ici par exemple Z, ça va nous renvoyer false. Alors que si je mets B, ça nous renvoie true. Donc maintenant, si je veux parcourir cette même liste avec une boucle for, je pourrais faire ceci, for. Alors ici, on va mettre K et V qui seront respectivement key et value, les clés et les valeurs. Contenu dans A. Et on va faire un print line de ici, je vais mettre la clé et ici la valeur. Voilà. Donc on voit qu'on peut le parcourir avec une boucle for tout à fait normale comme on a vu. Et on peut récupérer à chaque fois la clé et la valeur. Donc à chaque tour de boucle, il nous renvoie la paire clé-valeur qu'on peut stocker donc grâce à la déconstruction dans deux variables différentes et après les utiliser. Alors maintenant qu'on a vu ces collections, on va voir un petit peu les méthodes qui leur sont associées. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple d'une liste. Alors, var nombre égale, voilà, list of, on va mettre que des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc par exemple, comme on l'a déjà vu, on peut faire des for each. Alors, donc for each, on va faire print line de it. Donc it sera dans ce contexte-là l'élément associé au tour de boucle. Donc je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que dans une boucle for i in donc in nombre, voilà, it serait i. Il représentera chaque élément stocké dans nombre. Donc voilà. Donc si je lance, hop, il va me sortir tous mes nombres stockés dans ma collection de nombres. Bon, alors imaginons maintenant que je veuille mettre que les nombres pairs. Donc je pourrais faire, par exemple ici, voilà, donc je pourrais faire dans mon for each, if, donc ici c'est it, donc si l'élément modulo 2 égale 0, donc si l'élément est un multiple de 2, alors on va faire print line de it. Donc on va l'imprimer, voilà. Donc, voilà, donc ici, il nous imprime bien 2, 4 et 6. Alors ça fonctionne, hein, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc pour ça, il existe des méthodes. Donc dans ce cas précis, on va utiliser la méthode filter.
Donc la méthode filter, elle va permettre de filtrer justement cette liste. Donc on veut la filtrer comment? Eh bien c'est très simple, on va la filtrer comme tout à l'heure. On va lui passer ce qu'on appelle un prédicat. Donc ici on va lui dire qu'on veut seulement les éléments qui remplissent cette condition. Donc la condition c'est que l'élément modulo 2 soit égal à 0, donc que la division par 2 est un reste de 0, donc que ce soit des multiples de 2. Et donc en fait, tout ce qui ne respecte pas cette condition, hein, c'est comme le if de tout à l'heure, c'est pareil, c'est une condition. Tout ce qui ne respecte pas cette condition sera écarté. Alors, allons-y gaiement. Voilà. On lance. Et là, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Alors, ces méthodes, en fait, ne modifient pas les collections sur lesquelles elles sont appliquées. Donc ici, d'ailleurs, on ne pourrait pas modifier puisque c'est une liste. Par défaut, elle est immutable. Donc ici, deux solutions. Soit je crée une nouvelle variable, nombre 2, et je fais var nombre 2 égale nombre filter machin. Soit je le fais directement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, bah ouais, on va faire une variable finalement. Alors, je vais appeler ça NBR égale nombre machin. Et donc ici, je vais appeler ce coup-ci NBR. Et donc là, ça y est, on voit que ma liste a été triée. Donc il m'a renvoyé dans la variable NBR le résultat du filtrage qu'on a effectué. Donc c'est quand même plus pratique. Alors maintenant, si je veux refaire un for each, donc je pourrais le faire ici, bien sûr. Hein, hop, tac, for each, voilà, plutôt que faire une boucle. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève le print. Hein, plutôt que faire une boucle for, là je peux refaire mon for each comme tout à l'heure. Mais ce que je peux faire, c'est le faire directement. On peut enchaîner comme ça différentes méthodes. Alors, printline de it, voilà. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne. Et donc, je n'ai pas eu besoin de stocker le résultat dans une variable. Alors, bien sûr, si j'en avais eu besoin après traitement, je l'aurais stocké dans une variable, mais là, c'est juste pour l'afficher. Donc, il n'y a pas besoin de créer une variable supplémentaire. Donc, je peux enchaîner un for each. Alors, ici, it, ça va être égal à chaque élément contenu dans nombre, qu'on va lui passer ce prédicat. Et maintenant, it sera en fait le résultat de la méthode précédente. Donc cette méthode, elle m'a donné 2, 4, 6. Et maintenant, it sera tous les éléments situés dans le résultat du filter. Donc 2, 4 et 6. Alors imaginons maintenant que je veux garder ceci. Donc je veux bien récupérer que des multiples de 2, donc des nombres pairs. Et maintenant, je vais les multiplier tous par 10, chacun. Donc soit je refais comme tout à l'heure, je crée des nouvelles variables et puis ainsi de suite. Et en plus, il va falloir que je crée une variable nombre 2, puisque ma liste est par défaut immutable. Soit j'utilise une fonction qui est dédiée à ça, qui s'appelle map. Alors à ne pas confondre avec les maps qui sont des collections. Donc voilà, map. Donc je laisse mon for each. Hein. Et donc ici, on va reprendre it et on va tout simplement le multiplier par 10. Donc map en fait va, comme filter, va inspecter chaque élément et vérifier
si ce prédicat est juste, donc map va faire exactement pareil, il va prendre chaque élément, sauf que au lieu de vérifier un prédicat, il va lui appliquer un traitement. Donc ici, chaque élément va être multiplié par 10. Et à la fin, on a notre for each pour imprimer notre résultat. Donc allons-y. Et voilà, 20, 40, 60. Donc on pourrait comme ça appliquer tout un tas de traitements et nombre n'a toujours pas bougé puisque de toute façon la liste est immutable, donc il m'aurait fait une erreur. Donc on peut appliquer comme ça tout un tas de traitements sans avoir besoin de modifier la liste. Et surtout, là on serait, si on faisait ça avec des boucles for, on aurait un nombre de lignes assez conséquent. Hein. Donc on prendrait la liste, une boucle for, hop, on vérifierait ce prédicat pour créer une nouvelle liste qu'on stockerait dans une variable. Cette nouvelle liste, il faudrait s'amuser à multiplier chaque élément par 10 et puis ainsi de suite. Donc là on voit qu'on peut rapidement arriver à des traitements plutôt complexes. Parce qu'on peut encore en rajouter, hein. On pourrait refaire des nouvelles listes, remapper des choses, revérifier si ça correspond à tel ou tel prédicat. Donc ça nous permet une grande souplesse dans le traitement des collections. Alors bien sûr, pour ceux qui font du JavaScript, on pourrait très bien faire ceci. Hein. Voilà. On voit que ça marche exactement pareil. On peut très bien mettre sur des lignes différentes comme on le fait en JavaScript. Et ça nous permet une meilleure lisibilité. Parce que c'est vrai que là, dans cet exemple-ci, ça reste relativement lisible. Maintenant, si on rajoute 3, 4, 5 traitements en plus, ça va commencer à faire des lignes gigantesques et quand même un peu moins lisibles. Que en faisant comme ça, voilà, ça reste quand même plus lisible. Et c'est plus facile d'ajouter, quand on veut ajouter un traitement, de voir à quel niveau on va l'ajouter. Alors, autre chose. Maintenant, alors, on se souvient que les ranges sont des collections. Donc si je fais on va pas aller trop loin, on va mettre 1 à 9 et que je lance ça, ça fonctionne. Ça me donne le même résultat, ça fait exactement comme si on avait créé une liste qui contenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, maintenant, que se passe-t-il si on monte très très haut? Alors, quand je vous dis très haut, c'est très très haut. Donc là, ici, on va créer une liste qui contiendra tous les nombres entiers de 1 à 100 millions. Pourquoi 100 millions et pas 10 et pas 1 milliard? Parce que j'ai déjà fait des tests avant et 100 millions, c'est la valeur qui ira pour ma démonstration. Donc allons-y gaiement. Alors je lance. Voilà, il a déjà du mal à démarrer et là on voit que rien ne s'affiche. Et par contre, si on regarde au-dessus, on voit bien que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc je vais l'arrêter. Donc on voit bien que c'est très 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 long. Comment se fait-il? Eh bien, en fait ici, quand on va faire filter, il va prendre tout ceci, donc tous les éléments situés compris entre 1 et 100 millions. Donc il va prendre 100 millions d'éléments. Il va appliquer ce prédicat. Donc à ce moment-là, il va se retrouver avec une liste qui, logiquement, ne fera plus que 50 millions d'éléments, qui est quand même relativement pas mal. Cette liste-là, il va la passer à map, et il va, chaque élément, ce coup-ci, les remultiplier par 10, pour obtenir une nouvelle liste de 50 millions d'éléments qui auront été multipliés chacun par 10. Et ensuite, cette liste de 50 millions, il va la passer à for each pour l'imprimer.
Donc le problème, c'est que le temps de traitement est gigantesque, du coup. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire ça? Eh bien, la réponse est si. Ici, ce qu'on va faire, on va mettre nombre, voilà. Et on va définir ça comme une séquence. Donc, grâce à cette méthode asSequence, ça va devenir une séquence. D'ailleurs, j'aurais même pu la mettre là, en fait. Voilà, par exemple. On va faire ça. Donc voilà, donc ça va devenir une séquence. Alors, la séquence, c'est une liste. Et on voit que si on lance, alors il faut le temps que ça redémarre, voilà. Donc en fait, ici, on s'aperçoit qu'ils sortent par grappe, entre guillemets. Mais parce que de nos jours, les ordinateurs ont quand même des puissances de calcul qui sont assez impressionnantes. Et donc, il peut nous sortir plusieurs fois des groupes de résultats. Mais en réalité, si on prend... Donc je vais l'arrêter. Pas la peine de le faire tourner pour pas grand-chose. Mais en réalité, en fait... ça va pas être des groupes. Il va me ressortir les résultats un par un. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement rapide que on a l'impression que c'est des groupes qui sortent à chaque fois. Voilà. Mais en fait, ici, si on le définit comme une séquence, donc, plutôt que de dire je vais traiter l'ensemble de ces 100 millions de données et après je vais les passer au traitement suivant et ainsi de suite, si c'est défini comme une séquence, en fait, il va dire, bon ben voilà, j'ai 100 millions de données à traiter, ben je commence par la donnée 1, donc je vérifie si le prédicat est bon, non. La donnée 2, donc ben 2, oui, le prédicat sera bon, donc je la passe à map qui va la multiplier par 20, et voilà. Donc en fait ici, alors pourquoi je n'ai pas ça? Parce que tout simplement, pourquoi je commence pas à 2, 3, 4 parce que justement, il ne peut pas tout afficher. Donc il m'en a viré. Alors pourquoi il a laissé 6000, je ne sais pas. Mais donc par le fait, il a viré tous les premiers pour laisser de la place pour les suivants. Par exemple, si je lance, voilà. Est-ce que j'aurai assez de... Voilà. Donc ici, on voit que j'ai les premiers. 2, 4, 6, 8 qui sont multipliés par 10. Donc c'est pour ça que j'ai 20, 40. Donc en fait, au lieu de traiter un bloc complet et de le passer au traitement suivant, il va faire ça élément par élément. Donc ça mettra autant de temps à calculer. Mais du coup, on aura un affichage... donc dans ce cas-là où je demande un affichage, on aura l'affichage au fur et à mesure. Alors c'est pas de la synchrone, hein. C'est-à-dire que si ici je rajoute, on s'en fout, je rajoute un print fin de traitement, donc je n'aurai pas cet affichage avant la fin du traitement. Ça, ce n'est pas de la synchrone. Donc ici, le programme est bloqué tant que cette tâche n'est pas finie. Mais il va traiter les éléments un par un au lieu de les traiter par groupe. Ce qui fait qu'ici, avec mon for each, je peux avoir les résultats intermédiaires puisqu'il fait partie de la chaîne. Et donc, à chaque élément, il va m'afficher cet élément à l'écran. Donc voilà, si vous avez des traitements assez longs à faire, enfin sur des gros volumes de données contenues dans des collections, pensez bien à faire asSequence qui permet de traiter les éléments un par un et non plus par bloc. Donc voilà pour ce qui concerne les collections. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui portera aussi sur Kotlin. Donc je vous laisse là-dessus. Salut et à la prochaine!